Bonsoir à tous les téléspectateurs de Voyage au bout de la nuit. Merci de nous retrouver fidèles à l'émission sur le plateau de D8. Je suis ravie de partager ce moment de lecture encore une fois ce soir avec vous et de poursuivre la lecture de Mauprat, un roman de George Sand. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, George Sand, c'est une femme qui a été sulfureuse, qui s'est montrée vraiment défenseur des droits des femmes, et elle a œuvré toute sa vie justement pour une équité et une parité entre les hommes et les femmes. C'est un auteur absolument prolifique. Elle a écrit à peu près 70 romans, des contes, des nouvelles, des pièces de théâtre. Et le roman qu'on va lire ce soir, qu'on va poursuivre, donc s'intitule Mauprat, et je vais vous parler un tout petit peu plus de l'histoire. Je vous avais fait un petit peu la biographie de George Sand lors de l'émission précédente. Je vais vous parler un tout petit peu plus de Mauprat. Donc l'histoire se déroule en gros dans le Berry. Alors le Berry, c'est une région que l'auteur connaît bien et qu'elle affectionne beaucoup, et c'est un roman un petit peu campagnard. Ça parle de plusieurs choses. Alors c'est un roman d'amour, parce que l'amour c'est présent dans tous les romans quasiment, et c'est également une histoire de famille, c'est également un roman d'éducation, une sorte de fable philosophique, et même un manifeste féminin, puisque comme je vous le disais, George Sand était extrêmement engagé. Alors, la famille des Mauprat, ce sont des petits seigneurs, voilà, qui résident dans le Berry, et elle est scindée, cette famille, en deux, c'est-à-dire qu'il y a deux branches. Il y a la branche aînée, dite des coupes-jarrets, et il y a la branche cadette, dite casse-tête. Ça, c'est important parce qu'on en parle souvent dans le roman, donc il faut le retenir. Et la première, elle est composée de Tristan de Mauprat, de ses 8 fils, il en a beaucoup, et de son petit-fils Bernard. Alors Bernard, c'est le narrateur, vous allez voir, c'est le personnage principal, et de son petit-fils Bernard, et il va y avoir des actes dans cette branche-là, donc la branche du coup des coupes-jarrets, comme son nom l'indique, il va y avoir des actes de brigandage, ils vont voler, il va y avoir de la cruauté, il va y avoir du dévergondage au sein du château, parce que ça se passe dans un château, le château de la Roche-Mauprat. Et la seconde branche de la famille, elle ne compte que 2 membres. Hubert de Mauprat, voilà, qui est le frère de Tristan, et sa fille, Solange Edmonde, qu'on appelle dans le roman Edmé. Voilà. Et cette branche de la famille, vous l'aurez certainement deviné, va s'atteler à faire exactement l'opposé, c'est-à-dire à être plein de sagesse, de bonté et de vertu. Et ce qui va se passer dans l'histoire, vous me voyez venir, c'est qu'un jour, le hasard va réunir Bernard, donc de la famille des Coupes-Jarrets, et Edmé, de la branche des Casse-Têtes. Dans d'obscures circonstances, à ce moment-là, ce sont 2 jeunes adolescents, ils ont autour de 17 ans, et Bernard, évidemment, va tomber fou amoureux d'elle, il va tomber sous le charme, et il va la sauver. Et du coup, elle va l'accueillir pour le remercier avec son père au château de Sainte-Sévère. Et le père de Edmé lui dit, et c'est exactement à ce moment-là que je vais reprendre ma lecture, il lui dit, écoutez mon ami, en gros, je sais que vous êtes orphelin, que vous n'avez pas de père, tout ça, et vous venez de sauver ma fille, c'est quelque chose dont je vous serai redevable absolument toute ma vie. Du coup, voulez-vous m'accepter pour votre père, car je n'ai pas de fils? Voilà, je m'étais arrêtée là et on reprend la lecture. On va voir du coup ce que Bernard répond et si son amour pour la jeune Edmé va pouvoir se concrétiser. Allez, fini de blablater, je reprends tout de suite la lecture et je vous souhaite un très bon voyage jusqu'au bout de la nuit. Je regardais le chevalier avec des yeux égarés. Je ne pouvais en croire mes oreilles. Toute impression était paralysée chez moi par la surprise et la timidité. Il me fut impossible de répondre un mot. Le chevalier éprouva lui-même un peu de surprise. Il ne s'attendait pas à trouver une nature aussi brutalement inculte. « Allons, me dit-il, j'espère que vous vous accoutumerez à nous. Donnez-moi seulement une poignée de main pour me prouver que vous avez confiance en moi. Commandez-lui tout ce que vous voudrez. Il est à vous. J'ai seulement une promesse à exiger de vous. C'est que vous ne sortirez pas de l'enceinte du parc d'ici
à ce que j'ai pris des mesures pour vous soustraire aux poursuites de la justice. On pourrait faire réagir sur vous les accusations qui pèsent sur la conduite de vos oncles. Mes oncles ? Dis-je en passant mes mains sur ma tête. Est-ce un mauvais rêve que j'ai fait ? Où sont-ils ? Qu'est devenue la Roche-Mauprat ? La Roche-Mauprat a été préservée des flammes, répondit-il. Quelques bâtiments accessoires ont été détruits, mais je me charge de réparer votre maison et de racheter votre fief aux créanciers dont il est aujourd'hui la proie. Quant à vos oncles, vous êtes probablement le seul héritier d'un nom qu'il vous appartient de réhabiliter. « Le seul !» m'écriai-je. 4 Mauprats ont succombé cette nuit, mais les 3 autres… Le 5e, Gaucher, a péri dans sa fuite. On l'a retrouvé ce matin noyé dans l'étang d'Effroi. On n'a retrouvé ni Jean ni Antoine, mais le cheval de l'un et le manteau de l'autre, trouvés à peu de distance du lieu où gisait le cadavre de Gaucher. Sont des indices sinistres de quelque événement semblable. Si l'un des Mauprats s'est échappé, c'est pour ne plus reparaître, car il n'y aurait plus d'espoir pour lui. Et puisqu'ils ont attiré sur leur tête ces orages inévitables, mieux vaut pour eux et pour nous, qui avons le malheur de porter le même nom, qu'ils aient eu cette fin tragique, les armes à la main, que de subir une mort infâme au bout d'une potence. Acceptons ce que Dieu a décidé à leur égard. L'arrêt est rude. 7 hommes pleins de force et de jeunesse, appelés, dans une seule nuit, à rendre un compte terrible. Prions pour eux, Bernard, et à force de bonnes œuvres, tâchons de réparer le mal qu'ils ont fait et d'enlever les taches qu'ils ont imprimées à notre écusson. Ces dernières paroles résumaient tout le caractère du chevalier. Il était pieux, équitable, plein de charité, mais chez lui, comme chez la plupart des gentilshommes, les préceptes de l'humilité chrétienne venaient échouer devant l'orgueil du rang. Il eût volontiers fait asseoir un pauvre à sa table, et le vendredi saint, il lavait les pieds à 12 mendiants. Mais il n'en était pas moins attaché à tous les préjugés de notre caste. Il trouvait ses cousins beaucoup plus coupables d'avoir dérogé à leur dignité d'homme, étant gentilshommes, que s'ils eussent été plébéiens. Dans cette hypothèse, selon lui, leurs crimes eussent été de moitié moins graves. J'ai partagé longtemps cette conviction. Elle était dans mon sang, si je puis m'exprimer ainsi. Je l'ai perdue qu'à la suite de rudes leçons de ma destinée. Il me confirma ensuite ce que sa fille m'avait dit. Il avait désiré vivement être chargé de mon éducation dès ma naissance. Mais son frère, Tristan, s'y était opposé avec acharnement. Ici, le front du chevalier se rembrunit. « Vous ne savez pas, dit-il, combien cette véhilité de ma part a eu des suites funestes pour vous aussi. Mais ceci dit, tout doit rester enveloppé dans le mystère. Mystère affreux, sans des Atrides. » Il me prit la main et ajouta d'un air accablé « Bernard, nous sommes victimes tous deux d'une famille atroce. Ce n'est pas le moment de récriminer contre ceux qui paraissent à cette heure devant le redoutable tribunal de Dieu. Mais ils m'ont fait un mal irréparable, ils m'ont brisé le cœur. Celui qu'ils vous ont fait sera réparé, j'en jure, par la mémoire de votre mère. Ils vous ont privé d'éducation, ils vous ont associé à leur brigandage, mais votre âme est restée grande et pure, comme était celle de l'ange qui vous donna le jour. Vous réparerez les erreurs involontaires de votre enfance. Vous recevrez une éducation conforme à votre rang. Vous relèverez l'honneur de la famille, n'est-ce pas? Vous le voulez? Moi, je le veux. Je me mettrai à vos genoux pour obtenir votre confiance, et je l'obtiendrai, car la Providence vous destinait à être mon fils. J'avais rêvé jadis une adoption plus complète. Si à ma seconde tentative, on vous eût accordé à ma tendresse, vous eussiez été élevé avec ma fille, et vous seriez certainement devenu son époux. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Il faut que vous commenciez votre éducation. Et la sienne s'achève. Elle est d'âge à être établie, et d'ailleurs elle a fait son choix. Elle aime Monsieur de la Marche, qu'elle est à la veille d'épouser. Elle vous l'a dit. Je balbutiai quelques paroles confuses. Les caresses et les paroles généreuses de ce vieillard respectable m'avaient vivement émue, et je sentais comme une nouvelle nature se réveiller en moi. Mais lorsqu'il prononça le nom de son futur gendre, tous mes instincts sauvages se réveillèrent, et je sentis qu'aucun principe de loyauté sociale ne me ferait renoncer à la possession de celle que je regardais comme ma proie. Je pâlissais, je rougissais, je suffoquais. Nous fûmes heureusement interrompus par l'abbé Aubert, qui venait s'informer des suites de ma chute. Alors seulement, le chevalier sut que j'étais blessée.
circonstance qu'il n'avait pas eu le loisir d'apprendre dans l'agitation de tant d'événements plus graves. Il envoya chercher son médecin, et je fus entourée de soins affectueux qui me parurent assez puérils, et auxquels je me soumis pourtant par un instinct de reconnaissance. Je n'avais pas osé demander au chevalier des nouvelles de sa fille. Je fus plus hardie avec l'abbé. Il m'apprit que la prolongation et l'agitation de son sommeil donnaient quelque inquiétude. Et le médecin, étant revenu le soir pour me faire un nouveau pansement, me dit qu'elle avait beaucoup de fièvre et qu'il craignait pour elle une maladie grave. Elle fut en effet assez mal pendant quelques jours pour donner de l'inquiétude. Dans les terribles émotions qu'elle avait éprouvées, elle avait déployé beaucoup d'énergie, mais elle subit une réaction assez violente. De mon côté, je fus retenue au lit. Je ne pouvais faire un pas sans ressentir de vives douleurs, et le médecin me menaçait d'y rester clouée pour plusieurs mois si je ne me soumettais à l'immobilité pendant quelques jours. Comme j'étais d'ailleurs en pleine santé et que je n'avais jamais été malade de ma vie, la transition de mes habitudes actives à cette molle captivité me causa un ennui dont rien ne saurait rendre les angoisses. Il faut avoir vécu au fond des bois, dans toute la rudesse des mœurs farouches, pour comprendre l'espèce d'effroi et de désespoir que j'éprouvais en me trouvant enfermée pendant plus d'une semaine entre 4 rideaux de soie. Le luxe de mon appartement, la dorure de mon lit, les soins minutieux des laquais, tout, jusqu'à la bonté des aliments, puérilité auquel j'avais été assez sensible le premier jour, me devint odieux au bout de 24 heures. Le chevalier me faisait de tendres et courtes visites, car il était absorbé par la maladie de sa fille chérie. L'abbé fut excellent pour moi. Je n'osais dire ni à l'un ni à l'autre combien je me trouvais malheureux. Mais lorsque j'étais seule, j'avais envie de rugir comme un lion mis en cage. Et la nuit, je faisais des rêves où la mousse des bois, le rideau des arbres de la forêt et jusqu'au sombre créneau de la Roche-Mauprat m'apparaissaient comme le paradis terrestre. D'autres fois, les scènes tragiques qui avaient accompagné et suivi mon évasion se retraçaient si énergiquement à ma mémoire que, même éveillée, j'étais en proie à une sorte de délire. Une visite de monsieur de la Marche augmenta le désordre et l'exaspération de mes idées. Il me témoigna beaucoup d'intérêt, me serra la main à plusieurs reprises, me demanda mon amitié, s'écria 10 fois qu'il donnerait sa vie pour moi, et je ne sais combien d'autres protestations que je n'entendis guère, car j'avais un torrent dans les oreilles tandis qu'il me parlait. Et si j'avais eu mon couteau de chasse, je crois que je me serais jetée sur lui. Mes manières farouches et mes regards sombres l'étonnèrent beaucoup. Mais l'abbé, lui ayant dit que j'avais l'esprit frappé des événements terribles advenus dans ma famille, il redoubla ses protestations et me quitta de la manière la plus affectueuse et la plus courtoise. Cette politesse que je trouvais dans tout le monde, depuis le maître de la maison jusqu'au dernier des serviteurs, me causait un malaise inouï, bien qu'elle me frappât d'admiration, car n'eût-elle pas été inspirée par la bienveillance qu'on me portait, il m'eût été impossible de comprendre qu'elle pouvait être une chose distincte de la bonté. Elle ressemblait si peu à la faconde gasconne et railleuse des Mauprat qu'elle était pour moi comme une langue tout à fait nouvelle que je comprenais mais que je ne pouvais parler. Je retrouvai pourtant l'abbé à la faculté de répondre. Lorsque l'abbé, m'ayant annoncé qu'il était chargé de mon éducation, m'interrogea pour savoir où j'en étais. Mon ignorance était tellement au-delà de tout ce qu'il eût pu imaginer que j'eus honte de la lui révéler. Et ma fierté sauvage, reprenant le dessus, je lui déclarai que j'étais gentilhomme et que je n'avais nulle envie de devenir clerc. Il ne me répondit que par un éclat de rire qui m'offensa beaucoup. Il me tapa doucement sur l'épaule d'un air d'amitié, en disant que je changerais d'avis avec le temps, mais que j'étais un drôle de corps. J'étais pourpre de colère quand le chevalier entra. L'abbé lui rapporta notre entretien à ma réponse, et M. Hubert réprima un sourire. « Mon enfant, dit-il avec affection, jamais je ne veux me rendre fâcheux pour vous, même par amitié. Ne parlons pas d'études aujourd'hui. Avant d'en concevoir le goût, il faut que vous en compreniez la nécessité. Vous avez l'esprit juste, puisque vous avez le cœur noble. L'envie de vous instruire vous viendra-t-elle même? Soupons. Allez, avez-vous faim? Aimez-vous le bon vin? Beaucoup plus que le latin, répondis-je. Eh bien, l'abbé, pour vous punir d'avoir fait le cuistre, reprit-il gaiement, vous en boirez avec nous. Edmé est tout à fait hors de danger. Le médecin permet à Bernard de se lever et de faire quelques pas. Nous souperons dans sa chambre. Le souper et le vin étaient si bons, en effet, que je me grisai très lestement, selon la coutume de la Roche-Mauprat.
Je crois que l'on m'y aida, afin de me faire parler et de connaître tout de suite à quelle espèce de rustre on avait affaire. Mon manque d'éducation surpassait tout ce qu'on avait prévu, mais sans doute on augura bien au fond, car on ne m'abandonna pas, et on travailla à tailler ce quartier de roc avec un zèle qui marquait de l'espérance. Dès que je pus sortir de la chambre, mon ennui se dissipa. L'abbé se fit mon compagnon inséparable tout le premier jour. La longueur du second fut adoucie par l'espérance qu'on me donna de voir Edmé le lendemain. Et par les bons traitements dont j'étais l'objet, et dont je commençais à sentir la douceur, à mesure que je m'habituais à ne plus m'en étonner. La bonté incomparable du chevalier était bien faite pour vaincre ma grossièreté. Elle me gagna rapidement le cœur. C'était la première affection de ma vie. Elle s'installait en moi de père avec un amour violent pour sa fille, et je ne songeais pas seulement à faire lutter un de ces deux sentiments contre l'autre, j'étais tout besoin, tout instinct, tout désir. J'avais les passions d'un homme dans l'âme d'un enfant. Chapitre 9. Enfin, un matin, M. Hubert, après le déjeuner, m'emmena chez sa fille. Quand la porte de sa chambre s'ouvrit, l'air tiède et parfumé qui me vint au visage faillit me suffoquer. Cette chambre était simple et charmante, tendue et meublée en toile de Perse à fond blanc et toute parfumée de grands vases de Chine remplis de fleurs. Il y avait des oiseaux d'Afrique qui jouaient dans une cage dorée et qui chantaient d'une voix douce et amoureuse. Le tapis était plus moelleux aux pieds que la mousse des bois au mur de Mars. J'étais si émue qu'à chaque instant ma vue se troublait. Mes pieds s'accrochaient gauchement l'un à l'autre et je heurtais tous les meubles sans pouvoir avancer. Edmé était couchée sur une chaise longue et roulait nonchalamment un éventail de nacre entre ses doigts. Elle me sembla encore plus belle que je ne l'avais vue, mais si différente que je me sentis tout glacé de crainte au milieu de mon transport. Elle me tendit la main, je ne savais pas que je pusse la lui baiser devant son père. Je n'entendis pas ce qu'elle me disait, je crois que ce furent des paroles affectueuses. Puis, comme brisée de fatigue, elle pencha sa tête en arrière sur son oreiller et ferma les yeux à demi. « J'ai à travailler, me dit le chevalier, tenez-lui compagnie. Mais ne la faites pas beaucoup parler, car elle est encore bien faible. » Cette recommandation ressemblait vraiment à une raillerie. Edmé feignit d'être assoupie pour cacher peut-être un peu d'embarras intérieur, et quant à moi, j'étais si incapable de combattre cette réserve que c'était vraiment pitié de me recommander le silence. Le chevalier ouvrit une porte au fond de l'appartement et la referma. Mais en l'entendant tousser de temps en temps, je compris que son cabinet n'était pas séparé et qu'il n'était séparé que par une cloison de la chambre de sa fille. Néanmoins, j'eus quelques instants de bien-être en me trouvant seule avec elle tant qu'elle parut dormir. Elle ne me voyait pas, et je la regardais à mon aise. Elle était aussi pâle et aussi blanche que son peignoir de mousseline et que ses mules de satin garnies de cygnes. Sa main fine et transparente était à mes yeux comme un bijou inconnu. Je ne m'étais jamais douté de ce que c'était qu'une femme. La beauté, pour moi, ça avait été jusqu'alors la jeunesse et la santé, avec une sorte de hardiesse virile. Edmé, en Amazone, s'était un peu montrée sous cet aspect la première fois, et je l'avais mieux comprise. Maintenant, je l'étudiais de nouveau, et je ne pouvais plus concevoir que ce fût là cette femme que j'avais tenue dans mes bras à la Roche-Mauprin. Le lieu, la situation, mes idées elles-mêmes qui commençaient à recevoir du dehors un faible rayon de lumière, tout contribuait à rendre ce second tête-à-tête bien différent du premier. Mais le plaisir étrange et inquiet que j'éprouvais à la contempler fut troublé par l'arrivée d'une duègne qu'on appelait mademoiselle Leblanc et qui remplissait les fonctions de femme de chambre dans les appartements particuliers, celle de demoiselle de compagnie du salon. Elle avait peut-être reçu sa maîtresse l'ordre de ne pas nous quitter. Il est certain qu'elle s'assit auprès de la chaise longue, de manière à présenter à mon œil désappointé son dos et long, à la place du beau visage d'Edmé. Puis elle tira son ouvrage de sa poche et se mit à tricoter tranquillement. Pendant ce temps, les oiseaux gazouillaient, le chevalier toussait, Edmé dormait ou faisait semblant de dormir, et j'étais à l'autre bout de l'appartement, la tête penchée sur les estampes d'un livre que je tenais à l'envers. Au bout de quelque temps, je m'aperçus qu'Edmé ne dormait pas, et qu'elle causait à voix basse avec sa suivante. Je crus voir que celle-ci me regardait en dessous de temps en temps, et comme à la dérobée, pour éviter l'embarras de cet examen, et aussi par un instinct de ruse qui ne m'était pas étranger.
J'appuyais mon visage sur le livre et le livre sur la console, et dans cette posture, je restais comme endormie ou absorbée. Alors elles élevèrent peu à peu la voix, et j'entendis ce qu'elles disaient de moi. « C'est égal, mademoiselle a pris un drôle de page. Leblanc, tu me fais rire avec tes pages. Est-ce qu'on a des pages à présent? Tu te crois toujours avec ma grand-mère? Je te dis que c'est le fils adoptif de mon père. » Certainement, monsieur le chevalier fait bien d'adopter un fils. Mais où diable a-t-il péché cette figure-là? Je jetai un regard de côté et je vis qu'Edmé riait sous son éventail. Elle s'amusait du bavardage de cette vieille fille, qui passait pour avoir de l'esprit et à qui on laissait le droit de tout dire. Je fus très blessée de voir que ma cousine se moquait de moi. « Il a l'air d'un ours, d'un blaireau, d'un loup, d'un milan, de tout plutôt que d'un homme, continua Leblanc. Quelles mains! Oh, quelles jambes! Et encore, ce n'est rien à présent qu'il est un peu décrassé. Il fallait le voir le jour où il est arrivé avec son seau et ses guettes de cuir, c'était à faire trembler. Tu trouves, reprit Edmé? Moi, je l'aimais mieux avec son costume de braconnier. Cela allait mieux à sa figure et à sa taille. Il avait l'air d'un bandit. Mademoiselle ne l'a donc pas regardé? Si fait? Le ton dont elle prononça ce si fait me fit frémir. Et je ne sais pourquoi, l'impression du baiser qu'elle m'avait donné à la Roche-Mauprat me revint sur les lèvres. Encore, s'il était coiffé, reprit la duègne, mais jamais on n'a pu le faire consentir à se laisser poudrer. Saint-Jean m'a dit qu'au moment où il avait approché la houppe de sa tête, il s'était levé furieux en disant « Ah, tout ce que vous voudrez, excepté cette farine-là, hein. Je veux pouvoir remuer la tête sans tousser et éternuer. » Dieu, quel sauvage! Mais au fond, il a bien raison. Si la mode n'autorisait pas cette absurdité-là, tout le monde s'apercevrait que c'est laid et incommode. Regarde, s'il n'est pas plus beau d'avoir de grands cheveux noirs. Ces grands cheveux-là? Oh, cette crinière, quand même, ça fait peur. D'ailleurs, les enfants ne portent pas de poudre, et c'est encore un enfant que ce garçon-là. Mon enfant, tu Dieu, quel marmot! Il en mangerait à son déjeuner des enfants. C'est un ogre! Mais d'où sort ce gaillard-là? Monsieur le chevalier l'aura tiré de la charrue pour l'amener ici. Est-ce qu'il s'appelle... Comment donc il s'appelle? Curieuse, je t'ai dit. Il s'appelle Bernard. Bernard? Et rien avec? Rien pour le moment. Que regardes-tu? Il dort comme un loir. Voyez ce balourd. Je regarde s'il ressemble à monsieur le chevalier. C'est peut-être un instant d'erreur. Il aura eu un jour d'oubli quelque bouvière. Allons donc, Leblanc, vous allez trop loin. Eh mon Dieu, mademoiselle, est-ce que monsieur le chevalier n'a pas été jeune comme un autre, et cela empêche-t-il la vertu de venir avec l'âge? Sans doute, tu sais ce qui en est par expérience. Mais écoute, ne t'avise pas de taquiner ce jeune homme. Bon, tu as peut-être deviné juste. Mon père exige qu'on le traite comme l'enfant de la maison. Eh bien, c'est agréable pour mademoiselle. Quant à moi, qu'est-ce que cela me fait? Je n'ai pas affaire à ce monsieur-là. Ah, si tu avais 30 ans de moins. Est-ce que monsieur a consulté mademoiselle pour installer ce grand brigand-là chez elle? Est-ce que tu en doutes? Y a-t-il au monde un meilleur père que le sien? Mademoiselle est bien bonne aussi. Il y a bien des demoiselles à qui cela n'aurait guère convenu. Et pourquoi donc? Ce garçon-là n'a rien de déplaisant quand il sera bien élevé. Bon, il sera toujours laid et à faire peur, hein. Il s'en faut de beaucoup qu'il soit laid, ma chère Leblanc. Tu es trop vieille, tu ne t'y connais plus. Leur conversation fut interrompue par le chevalier qui vint chercher un livre. Mademoiselle Leblanc est ici, dit-il d'un air très calme. Je vous croyais en tête-à-tête avec mon fils. Eh bien, avez-vous causé ensemble, Edmé? Vous lui avez dit que vous seriez sa sœur. Es-tu content d'elle, Bernard? Mes réponses ne pouvaient compromettre personne. C'était toujours 4 ou 5 paroles incohérentes, estropiées par la honte. Monsieur de Mauprat retourna à son cabinet et je me rassis, espérant que ma cousine allait renvoyer sa duègne et me parler. Mais elles échangèrent quelques paroles tout bas. La duègne resta, et 2 mortelles heures s'écoulèrent sans que j'osasse bouger de ma chaise. Je crois qu'Edmé dormait réellement. Quand la cloche sonna le dîner, son père revint me prendre, et avant de quitter son appartement, il lui dit de nouveau. « Eh bien, avez-vous causé ?»« Oui, mon bon père, répondit-elle avec une assurance qui me confondit. Il me parut prouvé, d'après cette conduite de ma cousine, qu'elle s'était jouée de moi et que maintenant, elle craignait mes reproches. Et puis l'espérance me revint lorsque je me rappelai le ton dont elle avait parlé de moi avec mademoiselle Leblanc. J'en vins même à penser qu'elle craignait les soupçons de son père
et qu'elle n'affectait une grande indifférence que pour m'attirer plus sûrement dans les bras quand le moment serait venu. Dans l'incertitude, j'attendis. Mais les jours et les nuits se succédèrent sans qu'aucune explication arrivât et sans qu'aucun message secret m'avertît de prendre patience. Elle descendait au salon 1 heure le matin. Le soir, elle venait dîner et jouer au piquet et aux échecs avec son père. Pendant tout ce temps, elle était si bien gardée que je n'aurais pas même pu échanger un regard avec elle. Le reste du jour, elle était inabordable dans sa chambre. Plusieurs fois, voyant que je m'ennuyais de l'espèce de captivité où j'étais forcée de vivre, le chevalier me dit « Va causer avec Edmé !»« Monte à sa chambre, lui dis-je, c'est moi qui t'envoie. » Mais j'avais beau frapper et sans doute on m'entendait venir, et on me reconnaissait en mon pas incertain et lourd. Jamais la porte ne s'ouvrait pour moi. J'étais désespérée. J'étais furieux. Il est nécessaire que j'interrompe le récit de mes impressions personnelles pour vous dire que ce qui se passait à cette époque dans la triste famille des Mauprat. Jean et Antoine avaient réellement pris la fuite, et quoique les recherches eussent été sévères, il fut impossible de s'emparer de leur personne. Tous leurs biens furent saisis, et la vente du fief de la Roche-Mauprat fut décrétée par autorité de justice, mais on n'alla pas jusqu'au jour de l'adjudication. Monsieur Hubert de Mauprat fit cesser les poursuites. Il se porta adjudicataire, les créanciers furent satisfaits, et les titres de propriété de la Roche-Mauprat passèrent dans ses mains. La petite garnison des Mauprat, composée d'aventuriers de bas étage, avait subi le même sort que ses maîtres. Elle était, comme on sait, réduite depuis longtemps à très peu d'individus. 2 ou 3 périrent, d'autres prirent la fuite, un seul fut mis en prison. On instruisit son procès et il paya pour tous. Il fut grandement question d'instruire aussi par contumace contre Jean et Antoine de Mauprat, dont la fuite paraissait prouvée, car on n'avait pas retrouvé leur corps après le dessèchement du Vivier, où celui de Gaucher avait surnagé. Mais le chevalier craignit pour son honneur de son nom une sentence infamante, comme si cette sentence eût pu ajouter quelque chose à l'horreur du nom de Mauprat. Il usa de tout le crédit de monsieur de la Marche et du sien propre pour assoupir l'affaire, et il y réussit. Quant à moi, quoique j'eusse certainement trempé dans plus d'une des exactions de mes oncles, il ne fut pas question de m'accuser même au tribunal de l'opinion publique. Au milieu du déchaînement qu'excitaient mes oncles, on se plut à me considérer uniquement comme un jeune captif, victime de leur mauvais traitement de plein d'heureuses dispositions. Le chevalier, dans sa générosité bienveillante et dans son désir de réhabiliter la famille, exagéra beaucoup, à coup sûr, mes mérites, et fit partout répandre le bruit que j'étais un ange de douceur et d'intelligence. Le jour où monsieur Hubert se porta adjudicataire, il entra dès le matin dans ma chambre, accompagné de sa fille et de l'abbé, et me montrant les actes par lesquels il consommait le sacrifice, il me déclara que j'allais être mis sur le champ, en possession non seulement de ma part d'héritage, qui n'était pas considérable, mais encore de la moitié du revenu de la propriété. En même temps, la propriété totale, fonds et produits, m'allait être assurée par testament du chevalier, le tout à une seule condition, c'est que je consentirais à recevoir une éducation sortable à ma qualité. Le chevalier avait fait toutes ces dispositions avec bonté et simplicité, moitié par reconnaissance de ce qu'il savait de ma conduite envers Edmé, moitié par orgueil de ma famille. Mais il ne s'attendait pas à la résistance qu'il trouva en moi au sujet de l'éducation. Je ne saurais dire quel mécontentement souleva en moi le mot de condition. Je crus y voir surtout le résultat de quelques manœuvres d'Edmé pour me débarrasser de la parole qu'il avait envers moi. « Mon oncle, répondis-je après avoir écouté toutes ces offres magnifiques dans un silence absolu, je vous remercie de tout ce que vous voulez faire pour moi, mais il ne me convient pas de l'accepter. J'ai pas besoin de fortune. À un homme comme moi, il ne faut que du pain, un fusil, un chien de chasse et le premier cabaret qui se trouvera sur la lisière des bois. Puisque vous avez la complaisance de me servir de tuteur, payez-moi la rente de mon 8e de propriété sur le fief. Et n'exigez pas que j'apprenne vos sornettes de latin. Un gentilhomme a assez assez quand il peut abattre une sarcelle et signer son nom. Je ne tiens pas à être seigneur de la Roche-Mauprat, c'est assez d'y avoir été esclave.
Et on va s'arrêter là, je n'ai plus le temps de continuer la lecture, mais je reprendrai, rassurez-vous, lors d'une prochaine émission. Alors restez avec nous, restez connectés, ne zappez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. À tout à l'heure, ciao!